Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons sur les premières heures du synode, sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Hier, le pape a donné des clés pour vivre au mieux ce temps exceptionnel pour l'Église. Refuser d'accorder une PMA à un couple de femmes, ce n'est pas discriminatoire. Nous reviendrons sur cet arrêt du Conseil d'État rendu public mardi. Et puis aujourd'hui, c'est la clôture du mois pour la création voulue par le pape François. Reportage sur une initiative du diocèse du Puy qui a eu lieu le week-end dernier. Faut-il ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur les affaires de pédophilie dans l'Église ? Oui, pour ceux qui ont signé la pétition lancée le week-end dernier par l'hebdomadaire Témoignages chrétiens. Pour autant, cette proposition est loin de faire l'unanimité. Qu'en disent deux éditorialistes de la presse chrétienne, l'avis de Gérard Leclerc et de Frédéric Casatsu dans notre édition. Et on commence cette édition avec l'événement pour l'Église universelle qui a commencé hier. Pendant 25 jours, l'Église va réfléchir sur la façon dont elle peut améliorer l'accompagnement des jeunes. Ce jeudi a été la première journée de travail pour les 267 pères synodaux, les 23 experts et les 36 jeunes. Pendant plus de 3 semaines, ils vont échanger à partir d'un document de travail, l'Instrumentum Laboris. C'est une synthèse en 3 parties, rédigée à partir des informations collectées pendant le pré-synode, notamment par les questionnaires envoyés aux jeunes. Aujourd'hui, la première partie de ce document, intitulée « Reconnaître », a été présentée. On y trouve une série de thèmes comme le travail, la famille, le sport ou le monde numérique que les pères synodaux aborderont dans ces premiers jours de travail. Et cet après-midi, une conférence de presse sur les premières heures du synode a eu lieu. Chiara Giaccardi, professeure de sociologie à l'Université catholique de Milan, est l'une des 23 expertes du synode et elle s'est exprimée sur les premières interventions des jeunes qui participent au synode. On l'écoute. C'è stata molta franchezza, c'è stata anche commozione sia da parte dei padri sia da parte del pubblico, io stessa in un paio di occasioni. E c'è stato veramente un clima di comunicazione, mi sembra molto, molto franca, molto autentica. E questo è un buon segno, no? Per un inizio, vuol dire che questa del Sinodo non è una chiesa ingessata, è una chiesa che si mette in discussione. E anche il linguaggio è stato una cosa che mi ha colpito, ma anche i giovani, ci sono molti giovani tra gli uditori, la gran parte degli uditori sono giovani e loro hanno espresso in maniera molto educata ma anche molto esplicita ed eloquente il loro apprezzamento soprattutto per alcuni degli interventi, non soltanto con applausi ma anche con altre emissioni vocali e sempre educate ma chiare. Et c'est cet esprit de dialogue courageux et franc qui a été demandé hier après-midi à tous les participants par le pape François. C'était lors de la première congrégation générale du synode. Desidero dunque all'inizio del percorso dell'Assemblea sinodale invitare tutti a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità. Solo il dialogo può farci crescere. Una critica onesta e trasparente e costruttiva e aiuta, mentre non lo fanno le chiacchiere inutili, le dicerie, le illazioni oppure i pregiudizi. Parler avec liberté, vérité et charité, mais aussi écouter avec sincérité. C'est ce qu'avait d'ailleurs déjà demandé le pape le matin même lors de la messe inaugurale, place Saint-Pierre. Il dono dell'ascolto sincero, orante e il più possibile privo di pregiudizi e condizioni ci permetterà di entrare in comunione con le diverse situazioni che vive il popolo di Dio. Ascoltare Dio per ascoltare con Lui il grido della gente. Ascoltare la gente per respirare con essa la volontà a cui Dio ci chiama. Questo atteggiamento ci difende dalla tentazione di cadere in posizioni eticistiche o elitarie, come pure dall'attrazione per ideologie astratte che non corrispondono mai alla realtà della nostra gente.
Et dès demain, les participants se retrouveront en petits groupes pour parler, entre autres, des différents contextes auxquels sont confrontés les jeunes dans le monde, du rôle de la famille, de l'éducation ou encore des défis du travail. Bien entendu, KTO vous permet de suivre au plus près l'événement avec un flash chaque jour à 20h35 et demain soir à 20h40 en direct de Rome, un plateau avec plusieurs membres de l'Assemblée synodale. 550 postes vont être supprimés dans l'enseignement catholique dès novembre. C'est l'une des annonces faites ce matin par le secrétaire général de l'enseignement catholique, Pascal Balmand. Il s'est exprimé devant les journalistes lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée et il est revenu sur la promesse d'Emmanuel Macron de supprimer des postes dans la fonction publique, une mesure qui finalement se retourne contre l'enseignement catholique qui a dû s'adapter. Un certain nombre de postes vont être supprimés dans le système éducatif français à la rentrée prochaine et donc, corrélativement, et c'est normal, dans l'enseignement privé associé à l'État par contrat. En ce qui nous concerne, les arbitrages aboutissent à une suppression de 550 postes pour la rentrée 2019. Évidemment, ce sera un petit peu compliqué comme ce le sera pour les collègues de l'enseignement public. Et compliqué, ça ne veut pas dire impossible. Il faut qu'on y travaille, nous commençons à y travailler en concertation avec tous les acteurs, avec les responsables territoriaux, les directeurs diocésains, les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques. L'idée, c'est de développer, d'identifier tout ce qui peut se faire en termes, je dirais, de sobriété pédagogique. D'essayer de se demander comment travailler dans l'intérêt des enfants tout en développant, des marges de manœuvre. Il s'agit simplement d'une organisation différente. Pascal Balmand a par ailleurs rappelé l'importance pour l'enseignement catholique d'apporter à ses élèves des clés pour s'ouvrir à soi, aux autres et au monde. Le Conseil d'État a publié un arrêt mardi après avoir été saisi en juillet dernier d'une question prioritaire de constitutionnalité formulée par un couple de femmes qui s'est vu refuser une PMA. Pour la plus haute juridiction administrative, la différence de traitement entre les couples hétérosexuels et homosexuels n'est pas contraire au principe d'égalité. Précision avec Rémi Pem. Actuellement et depuis 2004, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels. Elle leur est possible soit pour une infertilité constatée, soit en raison de la possible transmission d'une maladie grave à l'enfant. Or, en 2014, le CHU de Toulouse a refusé une PMA à un couple de femmes. Pour celle-ci, ce refus est une discrimination sur l'orientation sexuelle, leur infertilité ayant été constatée. Saisi de cette question, le Conseil d'État a tranché vendredi. La décision du CHU de Toulouse n'est pas discriminatoire. Le Conseil d'État s'est placé sur une jurisprudence qui est classique pour le Conseil d'État, à savoir que pour qu'il y ait une rupture, une violation du principe d'égalité, il faut que des personnes placées dans la même situation aient un sort différent. Mais à partir du moment où les personnes ne sont pas placées dans la même situation, par hypothèse, il n'y a plus rupture du principe d'égalité, puisque par postulat, ces personnes sont dans des situations différentes et donc la règle de droit applicable ne gère pas la situation de la même manière. Lorsque vous faites valoir une discrimination et une méconnaissance du principe d'égalité, il regarde si oui ou non les personnes sont placées dans une situation semblable ou comparable. C'est ce qu'il a fait et il a constaté que ce n'était pas le cas et à partir de là, la décision n'a rien de surprenant. Maître Caroline Mécari, l'avocate du couple de femmes, a réagi sur les réseaux sociaux. Elle reproche au Conseil d'État une décision politique et discriminatoire qui le place au-delà de ses compétences. Pour maître Adeline Le Gouvello, de l'Association des juristes pour l'enfance, cette décision montre simplement que la question de l'ouverture de la PMA pour toutes ne peut se faire au nom de l'égalité. Le Conseil d'État vient de nous redire avec rigueur que on ne peut pas se cacher derrière la discrimination, qu'on ne peut pas se cacher derrière un principe d'inégalité, soi-disant, pour faire évoluer la loi en la matière. Si c'était adopté, le législateur satisferait tout simplement des revendications d'adultes au mépris de droits des enfants, puisqu'on sait que la loi qui serait adoptée supprimerait le père, ouvrirait la PMA absolument à tout le monde, ce qui veut dire la fin de la gratuité des dons, et puis une refonte totale de notre filiation qui aujourd'hui est basée sur une vraisemblance biologique et qui demain serait basée avant tout sur l'intention, la volonté, ce qui entraînera certainement des conséquences dramatiques pour notre droit qui pourtant a fait ses preuves en la matière. Rappeler le droit actuellement en vigueur, telle est la fonction du Conseil d'État dont la décision fait réagir. Même si pour maître Caroline Mécari,
Cette décision n'est qu'une péripétie sur le chemin de la légalisation de la PMA pour toutes. C'est en janvier prochain que la question sera définitivement tranchée. Demain soir à Lyon, la communauté des missions africaines organise une veillée de prière pour le père Pierre Luigi Macali, enlevé au Niger le 17 septembre dernier. Actuellement, on ne sait pas où se trouve ce prêtre italien. Le ministère italien des Affaires étrangères a demandé aux autorités locales de donner la priorité absolue à cette affaire. Et puis à noter qu'hier à Lourdes a commencé le pèlerinage du Rosaire organisé par la famille dominicaine. Ce sont plus de 20 000 personnes qui se retrouvent pour 3 jours autour du thème « Faites tout ce qu'il vous dira », un pèlerinage prêché par le frère Jean-Marie Zanga. Ce jeudi, jour de la Saint-François d'Assise, patron de l'écologie, c'est aussi la clôture du mois de la création voulu par le pape François. Il a commencé le 1er septembre avec la journée mondiale de prière pour la création, instituée dans le sillage de Laudato Si. Et pendant plus d'un mois, chacun était invité à proposer des initiatives pour la sauvegarde de la maison commune. Samedi dernier, le diocèse du Puy a organisé une fête pour la création et nous y étions. Il doit y avoir des noisettes aussi, non? En tout cas, il y a des noisetiers. Pour Jean, la journée de la création est avant tout une journée de découverte. Et il n'est pas venu se ressourcer seul. Ils sont une quarantaine de tous les âges à participer à cette randonnée contemplative. On est dans le cadre que c'est Dieu qui l'a créé, donc c'est lui qui est à l'origine de tous nos paysages et de nous-mêmes aussi. Retour vers le Puy-en-Velay. Pour fêter la planète, des activités sont proposées. Ici, un film éducatif sur l'écologie, là des témoignages pour choisir les matériaux d'une maison écologique. Dehors, un atelier seconde vie. Moi là j'essaye, je sais pas, de faire une espèce d'haltère mais ça marche pas bien. Voilà, là-bas. L'encyclique du pape Laudato Si est à l'origine de cette journée. Pour l'organisatrice, le texte lance un appel urgent à préserver la nature. Parce que le pape affirmait cette conviction, je pense, de tout catholique, comme quoi la création, c'est la création de Dieu, du Seigneur, que le Seigneur nous l'a donnée, enfin nous a créée, mais pour qu'on la préserve et pour qu'elle soit le plus durable possible, cette création. C'est une vie c'est fragile, que ce soit la vie du sol, la vie des plantes, la vie de l'être humain. Toute vie est fragile et notre devoir, je crois, c'est de préserver la vie. Pour les plus jeunes, en tout cas, le message semble compris. La planète est précieuse, il faut en prendre soin. Et on poursuit avec la chronique du Père Venard. Il revient sur les récentes démissions à la tête du gouvernement. Un ministre de l'écologie quitte le gouvernement par déception. Un ancien Premier ministre qui a conduit les armes de la France, qui a dû vivre les combats contre le terrorisme, s'en va aussi rejoindre cette fois-ci l'Espagne. Enfin, tout récemment, un ministre de l'Intérieur décide de quitter ses fonctions, d'une manière d'ailleurs un peu curieuse, et de rejoindre sa bonne ville de Lyon. Vous me direz, mais il n'y a pas beaucoup de points de rapprochement entre l'Espagne, l'écologie, le ministère de l'Intérieur, la ville de Lyon. Eh bien, j'en vois un. Voilà des hommes politiques de toute première importance. Voilà des hommes politiques qui, pour les 2 derniers, ont commandé les armes de la France, et qui, pour des questions d'ambition personnelle, d'épanouissement, pourquoi pas, décident de quitter leur poste. Je ne vous le cache pas, comme aumônier militaire, comme aumônier servant auprès de mes frères d'armes en gendarmerie, mais peut-être tout simplement comme citoyen, cela me choque, cela me trouble. Car finalement, pourquoi nous battons-nous ? Pourquoi continuons-nous à croire dans notre pays, dans notre patrie, la France ? Pourquoi un Arnaud Beltrame a-t-il accepté de donner sa vie ? Pourquoi tant et tant de mes camarades sont-ils morts en Afghanistan ou meurent-ils encore au Mali ? Pour défendre la France, pour défendre la patrie, nous répond-on. Mais alors, si ceux qui sont chargés de la représenter, si ceux qui sont chargés de la gouverner quittent aussi rapidement
et aussi légèrement leurs fonctions, on peut se poser la question, tout cela a-t-il vraiment du sens ? Merci Père Venard. Tout de suite, c'est la revue de presse. Alors que les vendanges s'achèvent, Réforme s'intéresse aux conséquences du réchauffement climatique sur les vendanges. Et puis Frédéric Casatsu, vous avez réalisé une interview avec l'ancien ministre Vincent Peillon sur la laïcité. Oui, bonjour à tous. En effet, Vincent Peillon vient ce jeudi même à la faculté de théologie protestante de Paris parler de Jean Jaurès et de la laïcité. Et ça nous a donné l'occasion d'interroger l'ancien ministre sur ce qu'il appelle une religion laïque, et de montrer d'ailleurs au passage qu'il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, hostile aux religions. Merci Frédéric. Et vous, Gérard Leclerc, vous mettez un carton rouge à l'avis du CCNE sur la PMA dans France Catholique cette semaine. Oui, alors ça demanderait de longues explications, mais c'est pour moi l'occasion de réfléchir un peu au statut que l'État a besoin de ce comité consultatif, mais quelle est sa méthode de fonctionnement, quel est son logiciel ? Pour moi, ça pose beaucoup de problèmes. Charles Aznavour est en une de La Vie. Le chanteur de la Bohème s'est éteint à 94 ans, mais ses chansons nous accompagnent toujours. 10 écrivains, politiques, musiciens et religieux rendent hommage à celui qui transcendait les cultures et les générations. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, en une de Famille chrétienne, qui lui consacre un portrait 9 mois après son installation. Il s'impose comme le nouvel homme fort de l'épiscopat français. Sa parole sur des sujets brûlants est attendue. Ses premières orientations pastorales sont scrutées à la loupe. Embryon, PMA, fin de vie, quel choix pour demain, s'interroge Pèlerin. L'hebdomadaire est allé à la rencontre de plusieurs personnes aux réalités différentes pour savoir comment ils avaient reçu l'avis du CCNE, comme Guillaume, né de PMA, qui se réjouit de la proposition de la levée de l'anonymat. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Gérard Leclerc, Frédéric Casatsu, bonsoir. Alors, une question, je me tourne vers vous, Gérard Leclerc. La dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, vous aviez dit que vous étiez favorable à la création d'une institution qui pourrait enquêter sur les affaires de pédophilie dans l'Église. Et puis là, il y a cette pétition qui demande une commission d'enquête parlementaire. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne crois pas personnellement. Je ne pense pas qu'une commission parlementaire soit la mieux à même de traiter ce sujet qui est éminemment délicat. D'ailleurs, il y a des obstacles juridiques qui s'opposent à ce projet. J'ai vu que le nouveau président de l'Assemblée nationale ne voulait pas se lancer lui-même dans ce projet. Par contre, que l'on examine cette question vraiment sur le fond et dans tous ses aspects historiques, etc. Alors là, j'en suis partisan, mais il faudrait réfléchir longuement à la composition d'une telle commission qui devrait, à mon sens, regrouper des historiens, des psychologues, des médecins, etc. C'est une affaire de longue haleine pour moi. Frédéric Casatsu, cette commission. Alors, moi, je n'y suis pas hostile. À partir du moment où une commission d'enquête parlementaire a été organisée pour savoir dans quelles conditions et pour quelles raisons un bonhomme qui se trouvait dans l'entourage du président de la République a pu agresser 2 jeunes passants qui n'étaient peut-être pas forcément des manifestants. L'affaire Benalla. Voilà. Je pense que c'est une chose qui peut être utile. Ceci étant dit, une commission d'enquête parlementaire, oui, mais pas seulement à propos de l'Église. D'autres institutions sont concernées, l'éducation nationale notamment. Nul ne peut s'exonérer complètement de ce type d'interrogation. De là, je ne rejoindrai pas Gérard, si vous me le permettez, dans la mesure où je dirais que l'Église est une institution pluriséculaire, certes. Elle peut faire l'objet d'analyses historiques, c'est même tout à fait lancé par elle-même. Mais je crois que la démarche, le temps judiciaire peut être un peu plus rapide. Il y a le temps politique, différents temps. On remarque aussi au passage que
maintenant la notion de commission parlementaire presque banale. Je ne sais pas si c'est un renforcement du pouvoir du Parlement ou l'imitation des procédures américaines. Je pense un peu pour la seconde, ce qui m'encourage à rejoindre ici Gérard. Et est-ce que vous y voyez une entrave à la laïcité Je ne crois pas, il ne faut pas dramatiser. Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. Monseigneur Aupetit lui-même a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient majeur et que la laïcité n'était pas en cause. Ceci dit, moi, c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis longtemps et j'ai même publié un petit bouquin qui n'a eu aucun succès, mais sur le sujet, je me suis intéressé parce que notamment j'ai un ami qui est un spécialiste de l'affaire. Il est psychologue, il est expert auprès des tribunaux et il passe ses journées à recevoir à la fois des victimes et des prédateurs. Donc il connaît très très bien le sujet, mais voilà le genre de personnage qui n'est jamais interrogé par les médias. Alors. Voilà. Et c'est pour ça que moi je pense qu'une commission qui serait commise pour cette recherche, elle devrait élargir son champ d'intérêt. L'article 4 de la loi de séparation des Églises et de l'État rappelle une spécificité du droit canon, par exemple, et du droit des structures religieuses. Alors, dans certains cas, le droit canon peut primer, par exemple, on ne le sait pas toujours, sur le droit général, quand il s'agit, bien sûr, par exemple, de droit du travail. On ne le sait pas assez. Bon, mais là, le droit canon n'autorise pas la pédophilie. Autrement dit, non, il n'y a pas de contradiction entre le droit général et le droit canon de l'Église. La question qui est derrière un peu tout ça, c'est quand même le problème de la dissimulation. De la publicité donnée à ces affaires. C'est ça que reproche, par exemple, le comité lyonnais, là, à propos de l'affaire Prénat, la parole libérée, je crois, qui se pose la question pourquoi l'Église a tué ce genre d'affaires, les a dissimulées, etc. À cause du droit canon. C'est parce qu'il y a une structure juridique à l'intérieur de l'Église et je ne mets pas en cause le droit canon. J'essaie de comprendre. Vraiment pas du tout, là je ne juge pas du tout, mais il y a ce droit canon qui crée une pratique interne à l'Église. Et d'ailleurs, moi je crois qu'on ne doit pas sous-estimer la parole de Monseigneur Barbarin quand il dit « mais j'ai fait mon travail, j'ai réglé ces questions-là ». La justice va dire si oui ou non il est en tort, c'est pas à moi de le dire. Mais notons-le au passage, et je le dis d'autant plus que je suis protestant, c'est cette référence au droit canon qui permet à Monseigneur Barbarin, à un moment, au début de l'affaire, en tout cas, de dire mais on a fait les choses. À tort, à mon avis, mais enfin, ça, c'est autre chose. Je voudrais rajouter quelque chose qui est très important, qui est de l'ordre historique. Parce que moi, j'ai bien connu quand même le cardinal de Courtrai, qui a été en charge de l'affaire Prénat au début. Je ne peux pas soupçonner le moins du monde le cardinal d'avoir voulu, protéger un prédateur, etc. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il a été complètement embarrassé, ce qui a été le cas des évêques, et non seulement des évêques, des gens qui, dans l'éducation nationale, se sont trouvés devant ce genre de problème. Comment les résoudre ? À l'époque, maintenant, on a de la distance par rapport à ça. On sait comment les traiter, mais à l'époque, ils ont été complètement désorientés. Et j'ajouterai une chose, c'est que les affaires de pédophilie deviennent un problème dans les années 90. Et il y a des raisons précises pour ça, que les historiens et les psychologues, notamment à travers ce que mon ami me disait, il y a une véritable révolution, même dans la psychanalyse, dans les années 90, qui remet en valeur les scènes primitives où les enfants sont agressés. Et donc et même aux États-Unis, il y aura des excès là-dessus. Donc il y a une espèce de retournement qui se produit dans les années 90, et à ce moment-là, la pédophilie devient un problème, alors qu'elle ne l'était pas avant. Déjà, au début des années 80, avec l'affaire Chorale, cette structure à l'intérieur de laquelle des jeunes enfants handicapés avaient été l'objet d'agressions. Mais quand même, il y a des affaires très lourdes, très anciennes. Ce silence a été horrible. On l'ignore, mais par exemple, l'auteur et poète Léo Ferré a été vraiment l'esclave sexuel du responsable de son établissement catholique. Il en a nourri un anticléricalisme et une hostilité aux religions délirantes.
au fond, on est tenté de dire que si la vérité avait pu éclater, déjà pour lui, pour d'autres victimes, voilà, je ne suis pas un imprécateur, hein, je dis ça vraiment avec modération, mais je crois quand même qu'il est bon que la justice passe pour tout le monde, et puis de ne pas oublier non plus qu'à certaines époques, là je rejoins ce que dit Gérard, il y a eu les années 90, mais il y a eu aussi les années 70, où il a été de bon ton de dire que les enfants avaient une sexualité, que les adultes pouvaient s'amuser de la sexualité des enfants, toutes sortes de choses abjectes, mais c'est très compliqué. Des manifestes signés par les grands noms de la pensée française de l'époque, Jean-Paul Sartre en tête, Simone de Beauvoir, etc., qui justifiaient la pédophilie. Je voudrais vous entendre, il nous reste quelques minutes, je voudrais revenir à la commission d'enquête parlementaire. Certains se sont étonnés du timing en disant, voilà, on est en plein débat éthique, est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté de faire taire davantage l'Église? Frédéric. Enfin, à titre personnel, je ne crois pas. C'est une affaire qui court depuis quelques années. Le temps judiciaire étant ce qu'il est, les affaires arrivent à un moment donné. Bon, le temps politique, le temps de la justice sont différents. Il peut y avoir des collusions. De là, imaginez, je crois, vous savez, aujourd'hui, j'allais dire, hélas, tout se sait dans toutes les directions. Le vrai, le faux, etc., pour manipuler et qu'il y ait un Deus ex machina, vous savez, le locataire de l'Élysée, il s'est retrouvé avec une histoire très embarrassante, l'histoire Benalla. Ça prouve que quand même, bon, tout ça est très complexe. Hein. Gérard, pour conclure, le timing de cette commission, de cette demande de commission d'enquête. On peut soupçonner, effectivement, il y a des divisions même entre catholiques, etc. Il y en a qui sont évidemment du côté de la Manif pour tous, il y en a qui sont du côté de témoignage chrétien. On a affaire évidemment à deux sensibilités. Mais moi je crois que la gravité du sujet exige que l'on sorte des clivages. Alors là, 100% d'accord. Merci beaucoup Gérard, merci Frédéric, merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.